Si je vous demande la définition du mot plateforme adapté au monde de l'entreprise, est-ce que vous sauriez me répondre comme ça sans regarder sur Internet ? C'est pas sûr. Et pourtant, c'est un élément indispensable des entreprises adaptées aujourd'hui au monde numérisé. Et j'ai à mes côtés Thierry Rapatou pour y répondre. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous faites quoi chez Microsoft ? Alors, je suis directeur technique, CTO, on dit, de l'entité consulting de Microsoft en France. Alors justement, on parlait de plateforme, j'en parlais il y a quelques instants. C'est quoi une plateforme ou une business plateforme ? Alors, c'est vrai que c'est pas très facile à définir, mais moi, je dirais que dès lors qu'on a des acteurs qui ont un intérêt à se regrouper autour d'une problématique qui leur est commune, je pense qu'on peut parler de plateforme. Il y a deux grands types de plateformes. Il y a celles qui sont très orientées business, en fait, on va dire, les business plateformes, où on va avoir un acteur, finalement, qui va concentrer un certain nombre de services d'un côté pour ensuite pouvoir les distribuer. Donc on va bien avoir cet écosystème en fait à la fois de fournisseurs de services et de consommateurs qui vont graviter autour de cette plateforme. Et on a d'autres types de plateformes qui sont plus orientées consortium, je dirais, où on a plusieurs acteurs qui ont un intérêt commun à partager un certain nombre d'informations, quelle qu'en soit l'utilité, qui n'est pas forcément directement relative au business tout de suite, en fait. Dans le cas des business plateformes, on va dire telles que définies dans la première itération, la première définition, on a quoi, par exemple, comme exemple de sociétés qui sont... Le plus connu, si on veut prendre un exemple vraiment très mainstream, c'est Uber, par exemple. D'accord. Uber, ils n'ont pas de véhicule en propre, ils n'ont pas... Même s'il y a des débats autour de ça, ils n'ont pas des chauffeurs en propre, mais ils mettent bien en relation des gens qui ont une offre, c'est-à-dire qui ont un véhicule et qui sont prêts à transporter des gens, avec des gens qui ont des besoins de transport. Et la plateforme, elle fait ça, en fait, elle met en relation ces deux types d'acteurs qui ont un intérêt commun qu'ils partagent, en fait. Est-ce qu'il y a des entreprises, on va dire, moins digital natives, mais qui se transforment et qui vont dans le modèle de la plateforme? Absolument. Alors moi, j'aime bien parler des exemples que je connais bien, on va dire, parce qu'il y a plein d'exemples. Il y a un partenariat très fort qu'on a monté avec AXA il y a quelques années déjà, autour d'une plateforme, autour des services de santé, qui s'appelle la DHP, pour Digital Healthcare Platform, qui est... Alors c'est une transposition un peu du modèle Uber quelque part, mais qui met en relation finalement des fournisseurs de services unitaires de santé, comme de la livraison de médicaments à domicile, comme de la prise de rendez-vous médical, et ce genre de choses, et qui permet à d'autres acteurs d'assembler ces services finalement dans des parcours santé cohérents autour de thématiques particulières. Voilà, ça c'est un exemple. Alors, pour synthétiser un peu tout ça, finalement ça change quoi pour une entreprise de se plateformiser, même si le terme n'est pas très joli, on va l'utiliser. Alors, ce que ça change finalement, parce que souvent, ce qu'on va chercher à plateformiser sont des capacités ou des assets qu'on possède déjà, mais le but, c'est de les rendre accessibles au plus grand nombre et potentiellement de s'en servir comme un nouveau service qu'on va vouloir exposer. Donc ça pose des problématiques, on va dire, d'exposition de son IT finalement à des tiers qui sont différents des tiers habituels auxquels on est habitué à exposer son IT potentiellement. Et c'est le premier je dirais gros changement. D'où l'intérêt finalement de capitaliser sur des environnements de type cloud qui sont naturellement accessibles sur Internet, on va dire, donc facilement accessibles, et de mettre toutes les passerelles en place pour pouvoir accéder au service qui est hébergé bien souvent dans l'entreprise. Alors justement, le cloud, c'est le moyen d'externaliser certaines données qui sont donc dans l'entreprise. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus comme vertu et en quoi c'est finalement central d'aller vers le cloud dans un modèle de plateforme? Absolument. Ce qui est important, les plateformes, en fait, ça va jouer sur l'effet réseau. Donc on va avoir potentiellement, quand ça marche, des pics d'accès, des pics de consommation. Et le modèle du cloud est très bien adapté finalement à ces fluctuations, à l'élasticité, on appelle ça comme ça effectivement, à l'élasticité des ressources qui permettent de s'adapter à ces pics potentiellement d'activité. Et c'est le but des plateformes, c'est d'attirer du monde, de jouer sur l'effet réseau, le network effect, on appelle ça, pour pouvoir croître, on va dire. Donc une question d'échelle. Concrètement, pour une entreprise qui veut aller vers une logique de plateforme, comment doit-elle opérer? Alors ce qu'il faut dès le départ, je pense qu'il faut avoir ce qu'on appelle une North Star, c'est-à-dire il faut avoir une vision, il faut avoir un positionnement qui soit clair, il faut en définir les grands principes, même si on sait bien qu'aujourd'hui on est dans un monde
où il faut savoir pivoter rapidement. On est dans des modes de développement agile, évidemment, et de mise en œuvre agile de tout ça. Mais il faut avoir vraiment une proposition de valeur et un positionnement qui soit clair et précis. Une direction qui soit très précise. Une précise. direction qui soit précise et s'y tenir. Et ensuite, ce qui est intéressant de faire, c'est plutôt de commencer par les fondamentaux et d'y aller progressivement et de pouvoir tester et s'adapter finalement au fur et à mesure qu'on va enrichir cette plateforme en termes de fonctionnalités ou de services offerts. Est-ce qu'on peut se donner un ou deux exemples d'entreprises, par exemple, qui a défini cette étoile polaire, cette direction précise, et qui ensuite a su développer son modèle de plateforme? Ouais, je prendrais l'autre exemple par rapport à ce que je disais au début. Il y a quelques années, on a travaillé avec un groupe connu du luxe, d'ailleurs je peux en parler parce que c'est une référence sur le marché aujourd'hui avec le groupe LVMH qui a, qui avait l'ambition de créer une plateforme de confiance, mais qui dès le début avait cette idée de l'ouvrir en fait à d'autres acteurs, pour reprendre les concepts de coopétition, c'est-à-dire de compétition collaborative. Logique un peu de consortium quelque part. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, il y a un consortium qui existe. Donc la plateforme n'appartient plus à LVMH en propre, mais il y a un consortium qui a été créé, qui a été rejoint par d'autres grandes marques du luxe. D'ailleurs, c'est public, c'est sur Internet. Et tout ça pour finalement apporter de la transparence et de la traçabilité sur les produits de luxe. Donc voilà, un intérêt commun, même si ce sont des sociétés qui sont potentiellement en compétition, en concurrence, mais un intérêt commun, et il y a un intérêt à le faire à plusieurs, parce que c'est quelque chose qui sert à tout le monde. Et ce qui permet de développer finalement un business plus global, un marché plus global. Voilà, et cet effet réseau, cet effet de scalabilité dont on parlait. Thierry, pour les entreprises qui nous écoutent et qui ont envie de se dire comment je fais maintenant pour y aller, c'est quoi les éléments clés, les facteurs clés de succès à surveiller pour pouvoir se lancer? Alors le premier, je reviens dessus, c'est vraiment avoir ce positionnement et cette proposition de valeur claire dès le départ. Donc ça vaut le coup de prendre un peu de temps. On aide nos clients, l'entité dans laquelle je travaille, on aide nos clients, même dans ces phases amont, de bien définir cette North Star, cette cible qu'on veut atteindre. Ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour faire ça. Ensuite, il faut vraiment... L'effet des plateformes, c'est jouer sur l'effet réseau, donc c'est sur l'adoption. Donc en fait, il faut vraiment faire des choses qui fonctionnent. Il faut que ça soit... faut pas que ça tombe en panne, il faut que ça fonctionne tout le temps. Donc plutôt faire des choses simples, mais les faire très bien, que vouloir faire plein de choses et les faire pas très bien finalement, parce que c'est comme ça qu'on génère l'adoption. Donc en fait, simplicité et robustesse. Ouais, simplicité et robustesse. Et évidemment, capacité à croître, mais ça on en a déjà parlé par rapport au cloud. Après, il y a des enjeux intéressants qu'il faut prendre en compte autour de la gouvernance, surtout quand on est sur des plateformes plutôt de type consortium, où il va falloir s'entendre à plusieurs sur comment est-ce qu'on opère cette plateforme, comment est-ce qu'on la fait évoluer, comment est-ce qu'on la finance aussi. Donc il faut trouver un business model à tout ça. Mais voilà, je dirais que ce sont les grandes problématiques. Est-ce qu'il n'y a pas une question autour de l'agilité? Très souvent, c'est lié, cette notion d'agilité. Et comment on fait pour prendre en compte peut-être aussi les besoins et les retours des clients? C'est sûr qu'il faut être à l'écoute. Il faut que, d'ailleurs, on met beaucoup d'analytics, on va dire, sur ces plateformes, pour pouvoir justement voir ce qui marche moins. Et c'est aussi le fait d'adopter, aujourd'hui ça devient de plus en plus courant, mais d'adopter des modes de développement agiles qui permettent, en un temps relativement limité, potentiellement de pivoter et puis de remettre plus le focus sur une fonctionnalité plutôt que sur une autre, parce qu'on voit que c'est celle-ci qui marche. Et voilà. Bon, une technologie qui, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, qui doit être robuste et bien sûr, j'imagine, sécurisée et sécurisante. Ouais. Mais dernier élément qu'on n'arrive pas à mettre en équation, c'est le changement, la culture du changement. Absolument. Ça, est-ce que c'est un élément qui est aussi crucial? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup parlé de la partie technologique parce que c'est un peu mon truc. Mais il y a évidemment tout un impact sur la culture de l'entreprise en elle-même parce qu'elle se transforme et souvent associé à ces plateformes, il y a des business models qui sont un peu nouveaux pour ces entreprises qui ne sont pas des digital natives. Et oui, il y a tout un travail de change management, comme on dit, à opérer sur les gens qui vont s'occuper de tout ça, absolument. Oui. Dernière question, Thierry. Pourquoi faire appel à Microsoft et à Microsoft Consulting, tout simplement pour plateformiser son activité? Alors pourquoi Microsoft? Microsoft, dans son ADN, Microsoft, c'est une société de plateforme, en fait.
On opère nous-mêmes des plateformes, que ce soit dans le monde du collaboratif, dans le monde du cloud d'entreprise. Donc on a une certaine expérience sur ce type d'activité. Et le fait qu'on soit une société de plateforme, finalement, on va pouvoir proposer une boîte de Lego, j'appelle ça comme ça souvent, assez riche en fait, pour pouvoir, je dirais, composer les différents éléments de la plateforme. Et pourquoi Microsoft Consulting en particulier, c'est parce qu'on a aussi, on va dire, cette expérience, on a la proximité avec nos clients. Et on est là pour les aider dans ces différentes phases, aussi bien les phases de réflexion, on va dire, amont, de définition de cette cible, et même jusqu'au design de l'architecture, et potentiellement aussi à la mise en œuvre de ces plateformes. Thierry Rapatou, merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci à vous.